Henri Petitjean-Roger, merci d'être là, d'être avec nous pour pouvoir évoquer, alors tout d'abord, ces 60 années de recherche archéologique. Écoutez Jean-Marc, je tiens à vous remercier d'abord pour votre invitation, et ainsi que toute l'équipe, parce que je suis absolument bluffé par tout ce que j'ai vu. Et franchement, je me demande presque ce que je fais là. Ah ben alors ça, on va le savoir, et vous allez pouvoir nous le dire. Vous avez écrit un livre d'ailleurs autour des Taïnos, les Kalinas des Antilles. C'est principalement l'objet de vos recherches. Quelles sont ces populations lorsque Christophe Colomb débarque ici dans les Caraïbes? Qu'est-ce qu'il y trouve? Écoutez, je vais vous répondre, mais tout d'abord, je vais vous dire quel est mon cheminement. J'ai eu la chance d'être élève du Père Pinchon en classe de 6e, et il nous parlait des méchants Caraïbes, Oui. et des gentils Arawaks. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une famille, un père et une mère de brillants intellectuels, sans aucun préjudice, d'une ouverture d'esprit rare, et qui m'ont appris une chose, c'est la transmission des savoirs. Et je crois que mes études, qui sont égarées dans plusieurs domaines universitaires, m'ont servi à avoir cette méthode pour faire de la recherche. La recherche et la conservation. J'ai été conservateur des musées et toute ma vie, j'ai essayé de collecter la mémoire de la Guadeloupe. Bien sûr, il faut bien se spécialiser dans quelque chose et je me suis spécialisé dans l'étude des sociétés, les premières sociétés indigènes des grandes et des petites Antilles. Et c'est ce que trouve Christophe Colomb en débarquant et voilà dans la Caraïbe, c'est bien ça. Exactement, et voilà qu'un certain navigateur, une espèce de fou furieux, arrive tout à fait par hasard, partant pour les Indes, croit-il, et une petite île, il débarque, il trouve des habitants, ils sont nus, ça le perturbe parce que il s'attendait à trouver des villes, des bâtiments, et il trouve la sauvagerie. Ceux qu'il a rencontrés, bien sûr, les échanges se font par gestes, par montrer c'est quoi. Il y a toute une série de malentendus. Mais il comprend une chose, c'est qu'il y a des ennemis qui viennent les attaquer périodiquement. Il était arrivé chez les Taïnos. On ne connaît pas leur véritable nom. Ce sont les Européens qui ont utilisé le nom Taïno, qui signifie les nobles. Et ces Taïnos ont tout de suite parlé des Kalila, Caribes, Cannibales, en faisant comprendre que c'était des individus, des guerriers qui venaient les combattre et qui faisaient des prisonniers qu'ils mangeaient. Donc, en 1492, nous avons un minimum 2 peuples céramistes, les Kalinago aux Petites Antilles et les Taïnos aux Grandes Antilles. Je ne parle pas des autres qui font que des pierres taillées. Ce n'est pas mon domaine, je préfère l'art. Alors, à travers tout ça et à travers vos recherches, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de qui ont été ces Taïnos? Alors, les Taïnos, les ancêtres des Taïnos, sont arrivés du Venezuela, de Saladero, c'est pour ça qu'on parle de culture saladoïde, et ils sont remontés très rapidement en direction de Porto Rico, où ils sont vers 350 avant notre ère. Mais ils sont accompagnés dans les îles, ils montent, ils descendent, ils échangent, et l'une des caractéristiques de cette société qui donnera naissance à la culture des Taïnos aux Grandes Antilles, c'est sa cohérence, et en fait, elle est dictée par la religion. Et on le voit, car entre 1500, quand ils quittent le Venezuela, avant notre ère, jusqu'à 1500 de notre ère, eh bien, les femmes, gardiennes de la tradition orale, ont toujours représenté 2 animaux, la grenouille et la chauve-souris, et nous savons, par un texte extraordinaire qui est la relation du moine Ramon Pané, relation sur les croyances des Taïnos, que dans le temps du mythe, les hommes étaient des guineaux et les femmes étaient des grenouilles. Donc cette société taïno est une société hiérarchisée, un cacique, son pouvoir ne passe pas à son fils,
parce que les femmes étant très libres, le cacique dit mon fils, je suis pas sûr qu'il soit de moi, mais s'il est le fils de ma sœur, je sais qu'il est de mon sang. Donc la société taïno, les nobles, les taïnos, en dessous les ni-taïnos, et en bas de l'échelle, les naborias, quasiment des esclaves. À l'opposé aux Petites Antilles, la société des Kalinago, on les a appelés Caraïbes parce que les Français, depuis 1504, étaient descendus, après 1504, la découverte du Brésil est en 1400, en 1500, sont descendus vers le sud du Brésil, et là, ils ont fréquenté des Tupi-Guarani. Et l'un des mots qu'ils employaient, c'était Caraïbes, pour désigner un chaman. Et c'est comme ça que le nom Caraïbes, c'est par attraction avec le Caribe des Espagnols, a nommé ces populations. Leur véritable nom, Kalinago. Taïno et Kalinago sont perpétuellement en guerre? C'est une question tout à fait intéressante parce qu'en fait, la guerre n'est pas du tout une guerre comme on l'aurait aujourd'hui. Oui. Et on fait des guerres pour permettre aux jeunes mâles de s'exprimer un petit peu. C'est particulièrement vrai de la société guerrière Kalinago. On lance des expéditions périodiques, mais nous avons des auteurs, car je dois revenir sur ce point dont je n'ai pas parlé, c'est que notre savoir repose sur deux sciences, l'histoire, l'analyse des chroniques anciennes, depuis le journal de Colomb, jusqu'à l'archéologie qui se prenait partout là. C'est nos deux sources pour connaître ces populations disparues. Donc, rivalité permanente ou pas rivalité permanente. Qu'en est-il du cannibalisme que l'on dit légende ou pas, ou qu'est-ce qu'il en est? Alors, il faut savoir que le cannibalisme a existé partout sur toutes Terre, les civilisations. Dans toutes les civilisations, à des époques différentes et avec des significations différentes. Le cannibalisme des Kalinago est un cannibalisme bien spécifique. Il ne s'exerce qu'à l'égard des hommes et il veut dire, on peut l'interpréter comme une volonté d'intégration en ingérant son ennemi, d'intégrer un beau-frère. Les femmes n'étaient pas mangées. C'est presque une marque de respect, si je comprends. C'est non, mais... une façon de... Mais alors, en revanche, si on veut, c'est une marque de bon goût. Hein, et les Kalinago... Arrêtez, Henri, arrêtez, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Je continue. En fait, il n'y avait pas de guerre permanente. Aujourd'hui, et il y avait même, d'ailleurs, en 1492, quand les Espagnols débarquent tout à fait par hasard là-bas, il y avait des groupes de sociétés mixtes, des Kalinago, hommes et femmes, et des Taïnos, hommes et femmes. Et comme les hommes Kalinago avaient l'habitude de porter les cheveux longs, en langue taïno, on leur disait oui, ces mecs qui ont les cheveux longs, les Siwayos. La langue, au fait. Oui, on peut en dire. La langue des Taïnos et la langue des Caraïbes insulaires, et le Caraïbe insulaire, donc la langue des Kalinago, elles appartiennent toutes les deux à la famille des langues arawak. Donc, c'était proche et ils pouvaient se comprendre. Maintenant, vous allez me poser la question sur l'héritage, peut-être. Je peux poser la question? Je vous en prie. Je pose la question. Eh bien, en fait, cet héritage... Je pose la question, je n'ai pas encore posé la question. Qu'a-t-on gardé? Que reste-t-il de toute cette histoire, en fait, aujourd'hui, chez nous? Pour vraiment vous donner le goût d'aller vérifier des sources, lire les chroniques anciennes... Et éventuellement, potentiellement, son livre? Oui, j'en ai plusieurs, mais ça, c'est l'autre point. C'est de... attends, ta question, pardon. La question, c'est quelle trace? Finalement, qu'est-ce qu'on a gardé de tout cela? Écoutez, si on a gardé quelque chose. Oui, les premières traces les plus importantes pour tout le monde, c'est qu'une très grande partie des populations des îles des Petites Antilles s'identifier? Oui, s'identifier possède un héritage Kalinago. Kalinago, Taïno et aussi d'autres peuples, parce que les Kalinago récupéraient des peuples du continent et n'hésitaient pas à les vendre au plus haut franc. Donc il y a plusieurs mélanges de peuples aborigènes. Enfin,
leur héritage, eh bien, c'est à travers des mots que nous utilisons, des techniques de pêche, de chasse que nous pratiquons quand on emploie des mots, les par mots. exemple, les mots. Des mots, par exemple, un koui, un wassou, un giromon, un ananas. C'est pas de la langue des Taïnos ni des Kalinago. C'est une langue tupi, des mots qui ont été apportés au début du XVIe siècle, en Guadeloupe et aux Petites Antilles, par les Français. Dans d'autres domaines de l'héritage, on a des monuments. Et là, je conclurai là-dessus, si vous me le permettez. Les pétroglyphes ne sont pas l'œuvre des Kalinago. Pétroglyphes, c'est dessin sur la pierre. Les pétroglyphes sont l'œuvre de ceux qu'on a appelés Arawak, de la culture dite de Saladero-Saladoïde. Ils ont été faits en pleine période d'intense sécheresse, de ces sécheresses du Xe siècle, qui ont conduit à la chute de la civilisation maya. Les pétroglyphes sont des régulateurs symboliques contre les deux extrêmes qui menacent l'humanité, ce que racontent des mythes que nous avons à travers des indices ou clairement le mythe. Ces deux dangers qui menacent l'humanité, c'est le retour du déluge qui a noyé la première humanité, ou au contraire, le retour du monde brûlé, issu de la dispute entre Lune et son frère Soleil à propos de cette magnifique couronne qu'il avait sur le dos et qui est tombée par terre et qui a brûlé le monde. J'ai deux petites questions rapides. La première, extermination de ces peuples ou pas, véritablement? Je dirais qu'il y a eu, lorsque les Européens sont arrivés ici, ils étaient bien tranquilles. Alors, s'il y a eu, certes, ils leur ont appris à connaître les plantes, à connaître les fruits, les ressources des pays, mais surtout, ils se sont appropriés leurs femmes et ils se sont appropriés leurs terres. Donc, il y a eu des périodes vraiment d'intenses guerres entre Européens et Français. Mais je dirais que les Kalinago n'ont jamais subi, et ce n'est pas reconnu comme un génocide, ce que les Taïnos des Grandes Antilles ont subi de la part de ces horribles envahisseurs qu'ont été à l'époque les Espagnols. Si on devait conclure, est-ce qu'il est toujours autant nécessaire de faire ces recherches archéologiques et préhistoriques pour notre peuple? Je pense que, je crois que la recherche est quelque chose d'absolument passionnant parce qu'elle permet de se fonder une identité. Et dans le cas des Antilles, connaître son passé par l'archéologie, par l'histoire, c'est commencer à jeter les fondations d'une nation. Les nations sont toutes fondées sur la connaissance du passé, leur géographie, les frontières naturelles et une identité partagée. Et c'est ce qui fait que certains pays, au nom d'une histoire, de leur histoire, qu'ils interprètent d'une certaine façon, sont quelquefois amenés à envahir des pays qui sont proches. Donc il est absolument nécessaire de se forger son identité en connaissant d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé autrefois. Je vous remercie.